mes chers téléspectateurs, d'abord des excuses d'avoir été absent pendant un certain temps, mais rassurez-vous, c'était pour des raisons strictement médicales qui ont été totalement réglées. Ça va bien, Tatiana? Ça va bien, Gérard, merci. Bon, en forme? Ah oui, Prête pour une émission? au taquet. Pas trop intimidée par la présence de Di? Tu as vu, je fais comme s'il n'était pas là pour garder le rythme Ah oui, parce qu'avec ceux et qui... garder ma concentration. Oui, fait un gros effort. Eddie Marajo, ça... J'ai toujours été impressionné par Nadia Salka. Mais qu'est-ce qui peut vous impressionner? Un vieux loup, un vieil habitué de toutes les chaînes de télévision nationales, je parle de la On Martinique. est à l'abri de rien. Et de son émotivité et de ses émotions. Exactement. Madame Le Bâtonnier, comment allez-vous? Ah ben très bien, ravi de vous retrouver parce que tu nous as manqué, vous nous avez manqué. Nous nous sommes manqués. Nous nous sommes manqués réciproquement. Et puis on a plein de choses donc à dire, à partager. Et puis on vient de passer une période qui était intéressante, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va voir pendant une heure. Christian, ça va? Eh bien, écoutez, oui, ça va. Je veux partager avec vous un certain bonheur parce qu'il y a tellement de gens que je rencontre et qui me parlent de Zitatei, de notre émission. Donc, je suis... au départ, j'en doutais un peu. Puis je pense tout le temps à Gérard parce que Gérard m'avait toujours dit « En nous portant un bagage nouveau ». Donc, l'opinion des gens me rassure sur notre efficacité. C'est pas insensé ce qu'on fait. C'est pas insensé, c'est pas inutile ce qu'on fait. C'est certainement pas. Bon, alors vous vous souvenez qu'on avait, avant de commencer l'émission, on avait, à un certain moment, d'un commun accord, on a décidé de ne plus tourmenter les gens avec le Covid. Mais là, je suis obligé de vous lire quelque chose, je suis désolé. Oui. Il revient? Puisqu'il n'est pas... Non, mais je suis désolé parce qu'à l'intérieur de tout est chaud. C'est André Cabier, infectiologue au CHUM, donc à la MENA, on va parler simplement, qui nous dit qu'après le carnaval, nous avions eu un grand pic épidémique avant une baisse. Et là, depuis plusieurs semaines, nous sommes à nouveau sur un accroissement. Il y a eu la levée des gestes barrières et des rassemblements familiaux ou festifs. Tout cela permet d'accélérer la transmission du virus. Et dans le variant Omicron, il existe des sous-types. On y vient. Le sous-type BA5, qui s'installe en Martinique, c'est lui qui se transmet plus facilement que les premiers. Cet ensemble peut expliquer la remontée actuelle de l'épidémie en Martinique. Nous avons un impact à l'hôpital. Nous voyons arriver des personnes fragiles, en particulier des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes qui ont des maladies chroniques. Nous avons accompli notre devoir, notre mission. On ne veut pas vous tourmenter, mes chers téléspectateurs, mais on veut vous rappeler quand même qu'on n'est pas la France, quoi. Si en France, ça a l'air de s'améliorer, et encore, je me demande, mais si on est en Martinique, avec ce que l'infectiologue... qu'est-ce qu'on dit? Infectiologue nous rappelle. Bon, à bon entendeur, salut, faites comme vous le sentez. Si vous êtes le mort, cas mort, si vous voulez survivre, masque, gestes de barrière, tout ce qu'on a. La litanie qu'on vous a récitée pendant des jours et des jours et des mois et des mois. Actualité, bidim. Alors, parce que 70% des gens ne s'intéressent pas à la politique, parce qu'ils ne s'intéressent pas aux législatives, parce qu'ils ne vont pas voter, 50% en France. Nous, on fait une émission avec d'autres sujets. C'est pour ça que nous allons passer la parole à... On est obligé de tenir compte, pour nous-mêmes, de Capalérien qui dit les législatives avec Eddy. Mais là, on est obligé de tenir compte de notre niveau global de compétences et parler de Georges Lamy, un grand intellectuel caribéen qui nous a quittés. Daniel, à toi la parole. Eh ben, d'abord, merci Gérard de m'avoir demandé de traiter ce sujet parce que je ne connaissais pas Georges Lamy, je l'avoue. Et vraiment, j'ai perdu quelque chose. Et donc, j'espère qu'après ces quelques minutes de présentation de Georges Lamy, tout le monde sera un peu intéressé à aller chercher qui il était et voir s'il y a des traductions de son œuvre. Alors, c'est un poète et romancier barbadien. Il est donc né en 1927 à la Barbade. Il est dans un milieu très modeste. Il quitte la Barbade assez tôt, 19 ans. Il va à Trinidad, où il va enseigner dans un collège. Et puis, pendant 4 ans, et après, il part à Londres. Et à Londres, il va travailler quelques mois dans une usine avant d'être embauché à la BBC comme lecteur. Alors, j'ai déjà découvert qu'il y avait des lecteurs. C'est vraiment des gens qui lisent, c'est-à-dire qu'ils lisent des textes. C'est vraiment très répandu dans le monde anglo-saxon parce qu'il va faire la même chose en Australie, au Canada. Donc, c'est vraiment un métier. Un métier, oui. Et puis, il avait déjà commencé à écrire des poèmes et puis des courts textes à Barbade et à Trinidad. Et il se lance vraiment dans l'écriture de romans en Grande-Bretagne. Et de façon très régulière, il produit des ouvrages.
et qui vont suivre, les thèmes qu'il va aborder vont suivre en fait ce qui le concerne. C'est-à-dire qu'il va traiter d'abord de son enfance à Barbade, il va donc pouvoir traiter de la société barbadienne, société post-coloniale, avec toutes les problématiques qui se posent. Ensuite, la migration, il va écrire un livre sur la migration en Grande-Bretagne, donc la problématique des jeunes Antillais qui sont obligés de partir. Ensuite, il est très axé sur les problèmes d'identité et les problèmes de quête de liberté du monde antillot. Donc il produit antillot, c'est-à-dire les Antilles, qu'elles soient francophones ou caribéennes. Merci. Et donc il écrit beaucoup. Et il participe aussi à plusieurs manifestations. Et c'est ainsi qu'en 1956, il va se retrouver à la Sorbonne, à Paris, pour le premier congrès des écrivains et artistes noirs, en compagnie de Senghor, Glissant, Fanon, Cheikh Anta Diop, etc. Donc il va faire une communication sur l'écrivain noir et son monde. Et il aura l'occasion, quelques années plus tard, d'intervenir à La Havane, au 3e Festival des Arts Caribéens. Et donc, c'est un homme qui va voyager beaucoup. Il va être admis à l'Université des West Indies, mais il va également enseigner aux États-Unis, à l'Université du Texas et de Pennsylvanie. Et il va être sollicité par plusieurs universités. Et c'est un intellectuel caribéen avec toutes les problématiques qui nous concernent toujours. C'est-à-dire le problème du retour aussi de ceux qui sont partis, des élites qui sont parties, et de la difficulté de la liaison avec ceux qui sont restés et avec le décalage entre élite et masse populaire. Les problèmes d'identité, tous ces problèmes-là sont toujours d'actualité. Donc, il y a vraiment, selon moi, un grand intérêt, une urgence à lire cet auteur. Si on en parle, c'est parce qu'il nous a quittés au mois de juin, donc ce mois-ci. Et il a reçu un certain nombre de prix, que ce soit de la Caraïbe, mais également du Canada, des États-Unis. Donc il est reconnu, dans le monde, il est totalement reconnu. C'est un père fondateur de la littérature caribéenne. Absolument. Pendant que tu as la parole, Nadia, on va traiter le deuxième sujet qui, si tu veux, qui est la synthèse des instructions pour ce qui nous intéresse réellement. Pas toutes les instructions que M. Macron a données à son ministre. À notre ministre. Yaël Braun-Pivet. Il faudra qu'on s'habitue à ça. Oui, il faut s'habituer à ça. Elle faisait partie ministre des Outre-mer, qui faisait partie des jeunes marcheurs qui sont arrivés de façon un peu candide en 2017 à l'Assemblée et qui était donc rapporteur des textes à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, elle est ministre. Et c'est une ministre qui a une feuille de route qui est succincte, mais très efficace. Vraiment, on change de... je n'ai pas le droit de dire qu'on change de posture, mais en tout cas, les choses sont claires, il faut aller vite au contact. Il n'y a pas de sujet tabou. Et pas de sujet tabou, ça veut dire qu'on parle de tout. Et puis, on parle de tout. On parle de tout, on parle de l'autonomie, on parle vraiment des désirs des populations, mais aussi du bien vivre des populations. Ça, ce sont vraiment les choses essentielles. Donc, tout ce qui est vie chère et sécurité, vraiment, santé également, c'est vraiment les choses, on est dans l'efficacité. Voilà, sur notre ministre. Qui est d'ailleurs... Puisque le ministre est un petit peu... Enfin, c'est bien d'avoir parlé d'elle, parce qu'il faut qu'on la connaisse, qu'on la découvre. Oui. Mais c'est surtout le fait qu'il y a une sorte de conjonction entre le souhait des différents responsables des collectivités d'avoir plus de pouvoir, enfin, ça se traduit par l'autonomie, d'avoir plus d'autonomie, et puis quand même le feu vert donné à Emmanuel Macron. C'est vraiment une feuille de route d'action. Ouais. D'action, c'est-à-dire quand je dis qu'il n'y a pas de sujet tabou, c'est bien se dire qu'il y a par exemple un désir d'autonomie qui n'est pas le fait presque capricieux d'une région, mais bien de plusieurs régions d'outre-mer, quel que soit leur statut d'ailleurs. On dit généralement, on dit maintenant les DROM. On a la photo des dirigeants. Donc, qu'il soit par exemple, qu'il y ait un désir d'autonomie, ça veut dire que très clairement, sur la table, les sujets vont être abordés et traités. Et là, on a l'image de la ministre avec deux copines antillaises, c'est rassurant. Au moins, elle accepte le contact physique, puisque je vois qu'elle... Je ne comprends pas ta perfidie, mais de façon très claire... L'image qu'on devrait avoir à l'écran, c'est l'image des différents dirigeants. Je vois monsieur Letchimy au milieu, et puis à côté, pas Gum, c'était l'ancien président de la République, Mussington, le président de la collectivité de Saint-Martin. Alors, il y a une chose sur laquelle, quand même, je voudrais insister, c'est que sur la réintégration des soignants non vaccinés suspendus, il a répondu que lorsque les autorités sanitaires diront qu'on est revenu dans une situation qu'on appelle endémique, qu'il n'y a plus de risque,
à ce moment, on va envisager. Mais alors, j'ai quand même noté, j'ai cru avoir mal entendu qu'un syndicaliste sur une radio a dit qu'il n'y avait que 6 soignants suspendus. Non, il y a 300. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il y a 300. mais Il y a 300 de bouches. Certaines, c'est d'un hospitalier. Il y a 300 employés qui manquent à l'hôpital pour des raisons diverses. Pas parce que c'est suspendu, mais parce qu'en congé, parce que c'est suspendu également pour les autres. Mais il paraît qu'il n'y en a que 6. Retenons que la santé reste un sujet et qui fait partie de la feuille de route de la ministre des Outre-mer. Tiens, Daniel, pendant que tu as la parole, non, c'est toi qui pour prendre la parole, et traite-nous de quelque chose d'important. On est dans la santé, oui. Un pas historique pour la médecine nucléaire et le traitement du cancer, c'est ce fameux, j'allais dire une bêtise, non, on va dire le cyclotron, simplement, sans qualifier. Non, mais c'est plus que ça, justement. C'est bien, il faut le souligner. C'est un S, ça s'appelle l'ICIN, ou l'ICIN, si on ne sait pas comment on veut prononcer, c'est l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Et donc, ce projet qui va voir le jour, puisque récemment, il y a eu un accord administratif et financier entre l'ARS, le CHU et la collectivité de Martinique sur le financement. C'est un projet de 63 millions d'euros et qui concerne un bâtiment qui a 4500 mètres carrés, qui est sur 4 niveaux et qui va accueillir, et c'est ça donc l'intérêt, un équipement pour pouvoir soigner et la recherche en matière de cancérologie, cardiologie et neurologie. Et donc, il y aura le cyclotron. Alors, c'est un cyclotron de dernière génération. Ce n'est pas le cyclotron que M. Hollande et puis je ne sais plus qui avait promis. Oui. Non, M. Garel, le précédent directeur, il a commandé un cyclotron de dernière génération. Et il y aura aussi un TEP CAN, il y aura aussi un TEP IRM et un TEP Grand Champ. Tous ces équipements, c'est la dernière cri de la technologie qui va placer la Martinique au 3e rang américain et au 10e rang mondial. Alors, donc, c'est un vrai bienfait pour la recherche, pour le diagnostic et pour les soins. Alors, si je peux me permettre, j'espère que dans tout, parce que tout le monde, et c'est des gens qui sont hyper compétents, hyper diplômés, j'espère qu'on a prévu un DRH dès le départ, parce que si on ne prévoit pas comment faire en sorte que tout ce monde travaille ensemble, on risque d'avoir un outil qui peut ne pas fonctionner. Donc il faut qu'on soit très conscient des difficultés. Je peux apporter un témoignage. Bon, on va le dire, hein, j'ai dû faire un bref séjour à la MENA. Moi, je suis désolé, mais la MENA reste un excellent hôpital, un extraordinaire outil, avec des gens compétents, avec des gens dévoués. Donc je dois reconnaître là que cette façon qu'on a de faire le bashing, c'est-à-dire de dénigrer chaque fois ce qui est Martinique et ce qui est nous-mêmes, bon, il faut arrêter avec ça. Parce que c'est sûr que bon, le bâtiment ancien, un peu vétus, c'est sûr qu'il y a des carreaux qui se décollent à la chambre, mais quand on passe sur les plateaux techniques, les soins médicaux, c'est extraordinaire, c'est de niveau top. Et je remercie ce personnel de la MENA pour son dévouement. Et puis, le petit Jésus nous avoir donné un outil aussi extraordinaire. Et je voudrais juste ajouter qu'avec cet équipement, on peut faire en sorte que toute la Caraïbe et l'Amérique latine puissent venir se faire soigner ici, c'est-à-dire rentabiliser. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça, parce qu'il y a des gens qui vont se soigner à Miami, où ça va coûter 10 fois plus cher, mais qui sont prêts à venir se faire opérer si toutes les conditions sont réunies. Donc on a de quoi faire. Et voilà maintenant le gros morceau que nous allons confier à messeigneurs Eddy et Christian. Et puis tout le monde va y participer. Ce sont les législatives, les résultats du premier tour. D'abord en France, il faut parler de la France, on est français. Bon, fais-nous une synthèse, Eddy, puis Christian, tu vas amener ta touche sur ce qui s'est passé en France en quelques brèves phrases scintillantes de pertinence et de... On a voté, Gérard. Alors, on a... Après les résultats des législatives que vous avez connus à partir de 14h dimanche, oui, absolument. On a une certitude, Zemmour ne sera pas député. C'est qui Zemmour, c'est pas de moi, c'est de toi. C'est qui Zemmour dans une émission précédente. Donc nous ne le commenterons pas, mais c'est un fait. Oui. Et nous avons une quasi-certitude, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Oui.
Voilà, donc Waouh. je dis bien quasi-certitude, on ne sait jamais. Quasi, quasi. Il peut avoir seulement assez brutal, mais totalement... Il y a une semaine, il y a une semaine encore. Et oui, vous vous rappelez qu'il avait demandé à l'ensemble des Français de voter pour le poste de Premier ministre, Ouais. qui n'existe pas, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'élection pour le poste de Premier ministre. Rappelons ça quand même rapidement pour faire un peu d'humour. Oui. Et de pédagogie aussi. Et de pédagogie, Oui, voilà, c'est parce qu'il y a vrai des que gens qui techniquement, pensent qu'il faut voter. Il y a 2 juristes à cette table, on ne va pas les dire que c'est vrai que. Mais concrètement et pratiquement, c'était une abréviation, quoi. C'était Un raccourci. Un raccourci, voilà, le mot qu'il faisait. Non, c'est Bon. des éléments de langage. Par contre, Ouais. des éléments de langage de ce type sont récurrents chez lui Oui. c'est et technique. peuvent prêter à confusion. Nous sommes Parce qu'il y a des d'accord. gens qui sont venus, Convaincus. il y a certains de nos confrères qui ont relaté que des gens sont venus dans des bureaux de vote pour voter pour le Premier ministre. Oui, Et ils ne c'était- comprenaient pas pourquoi. Ils se sont fâchés d'ailleurs. Oui, oui, le Ils bulletin, ne comprenaient pas ouais. pourquoi il n'y avait pas de bulletin sur Jean-Luc Mélenchon. Il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas présenté. Oui. Et donc, s'il n'est pas Premier ministre, il ne sera pas à l'Assemblée député, nationale. ouais, ouais. Il sera Alors, pas député. alors qu'il aura beaucoup de députés. Oui. Donc, voilà. Oui, Alors, les je te résultats, laisse très faire, rapidement, ouais. les Je te laisse résultats faire. très rapidement, c'est une quasi-égalité en termes de voix entre l'Union de la gauche, j'allais dire enfin l'Union de la gauche, et donc qui s'appelait la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et Ensemble, qui est le groupe des partis constitués autour de La majorité la présidentielle. majorité. Enfin, appelons pas ça majorité présidentielle, parce qu'effectivement, elle a vécu cette majorité présidentielle. Je dirais autour de Macron. Autour de Macron. Pour Oui, voilà. faire plus simple. Les forces. Et puis viennent loin derrière le Rassemblement national, qui espérait conquérir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens espèrent conquérir le pouvoir, mais ils n'ont pas de députés dans toutes les circonscriptions. Donc, pour avoir le pouvoir, il faut mettre 577 candidats. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de LFI. Hein. LFI est présent dans seulement 550. Donc il manque. Tu veux parler de l'outre-mer. Oui. De l'outre-mer. Il y a eu un bug sur l'outre-mer. Ouais. Alors, et puis la quasi-disparition de LR. Oui. Voilà. Donc LR et UDI, 13%. Donc c'est des taux qui sont catastrophiques. Mais qui concerne. Oui, là- Attends la présidentielle. C'est comme la présidentielle, Oui, c'est non, ça. mais il y a toujours des différences. Hein, mais Oui, c'est effectivement beaucoup mieux que les 5, même pas 5, Non, 4 4, quelque chose. Attends, tu au centre parles de de disparition des LR, mais malgré tout, ils conservent quand même une existence. Oui, ils ont 13%. Ils servent de. Alors, Ils ont c'est- 50, je vais vous expliquer pourquoi je dis quasi-disparition. Quasi-disparition, tout simplement parce que, et c'est là que les gens qui nous écoutent doivent être attentifs à cette traduction en nombre de sièges par rapport au nombre de voix obtenues. Là, on discute du nombre de voix au niveau national. Oui, Mais oui, d'accord, vous savez que, par exemple, si on traduit en sièges, c'est-à-dire qu'on s'occupe des 577 batailles, Oui. il n'y a eu que 4 députés qui ont été élus au premier tour. premier Donc, tour. 573. Ces élections, j'allais dire individuelles, ne traduisent pas forcément le résultat en nombre de voix, puisqu'il y a des circonscriptions où il y a beaucoup de voix, Oui. et puis il y a des circonscriptions rurales où il y a très peu de votants. Oui. Donc, malheureusement pour Jean-Luc Mélenchon, pour lequel j'éprouve une énorme sympathie, vous l'aurez compris, ça ne va pas se traduire en majorité. Alors qu'il a exactement ou quasiment le même nombre de voix au niveau national qu'Ensemble. Et donc pour les LR, malgré les 13%, ils ne vont pas représenter 13% de l'Assemblée. Ça va être un peu catastrophique. Surtout qu'ils se retrouvent très souvent face à des candidats du Front National et que LR, a priori, théoriquement, devrait gagner puisqu'ils ont théoriquement des réserves de voix. Mais vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas dit de voter pour les candidats de la République. Hein. Il a dit, quelle que soit votre obédience, votez pour nous d'abord, et puis le reste, on s'en fout. Ouais. Donc en clair, il ne donne pas de consigne de vote. Contrairement à Ensemble qui dit,
pas une seule voix pour le Rassemblement national. Bon, voilà pour les extrêmes, ils disent. Oui. Mais est-ce que les LR auront au moins une possibilité d'avoir un groupe, c'est-à-dire 15 députés? Oui. Mais par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque, ça va fondre. Il me semble que les statistiques prévoient 50 au LR, enfin, d'après ce que j'ai. Au maximum. Ça, c'est la fourchette haute. Mais c'est ce qui suffit, je vous pose la question à tous les deux, ce qui suffit largement pour avoir un rôle charnière, un rôle d'appoint, puisque à l'évidence, ça va être maintenant une gestion au coup par coup. Quoi. Il y a de fortes chances qu'ensemble n'obtiennent pas la majorité absolue, puisque la fourchette haute, c'est 295 et la majorité absolue est de 289. Donc 295 par rapport à 289. C'est juste. C'est très, très juste. Et donc, ils vont devoir composer avec les LR. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils soutiennent toutes les candidatures LR face soit la NUPES, soit le Rassemblement national. Il me semble avoir noté que Jean-François Copé aurait souligné que Macron aurait besoin de nous, quoi. Oui, quelque part. C'est plutôt lui qui aura besoin de Macron. Oui, c'est ça. Enfin, bon, on peut considérer que s'il n'a pas la majorité absolue, il va forcément frapper à LR, quoi. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Alors, autre élément, toujours sur l'ensemble national, autre élément intéressant, il faut dire et insister sur le fait que Marine Le Pen a totalement échoué. Alors, elle aura plus de députés, mais ce n'était pas l'ambition. Ça ne correspond pas à l'ambition. Ça ne correspond pas à ces résultats. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, même si, bon, vous me concéderez que de temps en temps, il faut donner son opinion. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la France, dont on disait qu'elle allait basculer vers les extrêmes, notamment l'extrême droite, avec la multiplication des candidats d'extrême droite, qui ont réalisé plus de 30% des suffrages au total à la présidentielle. Eh ben, cette extrême droite, quand il s'agit de lui donner les commandes, on l'a vu au municipal, et au régional, 0 région, et aux législatives, les Français ne sont pas du tout d'accord pour donner à ces gens-là les clés du pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont une fonction d'épouvantail, quoi. C'est le réceptacle des colères, qui sont légitimes le plus souvent, mais les Français, globalement, sont des gens qui réfléchissent beaucoup avant de prendre des décisions politiques, et des décisions politiques qui les engagent. Parce qu'ils ont vu ce qui se passe en Europe dans les régimes radicaux, en Pologne, en Hongrie, en Slovénie, l'interdiction, des femmes, des minorités. Je vais rassembler tout ça. Les minorités, quelles qu'elles soient, raciales, de genre, sexuelles, etc. C'est catastrophique. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est que même sur le plan économique, et surtout sur le plan économique, ces régimes montrent bien leur incompétence totale. Ils sont très forts dès qu'il s'agit de bannir des êtres humains. Par contre, mieux gérer leur quotidien, c'est une catastrophe. Donc je pense que c'est salutaire, cette élection-là. L'abstention au niveau français? Oui, bon, record, mais record, enfin, on bat des records à 1 ou 2 points. C'est pas non plus catastrophique, c'est une tendance baissière. On a vu aussi que les conditions n'étaient pas optimales. Tu disais que Martinique, l'épidémie repart. Elle repart aussi sur le plan national. Donc, on n'est pas dans des conditions extrêmement favorables à un vote serein, compte tenu du contexte de guerre. Un dernier mot sur notre Une question provocatrice. Tu as dit les Français réfléchissent beaucoup. Je n'ai pas voulu faire de comparaison. C'est ça pour te poser ma question. Je ne suis pas tombé dans le piège. Non, mais c'est quelque chose qui doit intéresser aussi ceux qui nous écoutent. Mais on va aborder la Martinique. Voilà. En caractère gras, je vois sur ma fiche mon conducteur Martinique, Fort-de-France. J'ai commencé par Fort-de-France, alors que c'est la 3e circonscription. On commence par ça? Roule ma poule. Oui, non. J'aimerais rapidement donner quelques enseignements globaux. Oui. Disparition totale de la droite. Alors, heureusement que l'UDI est là. Ils ont fait 1260 voix, ce qui est méritoire, mais qui indique très clairement que la notion même de positionnement libéral a quasiment disparu dans la tête des électeurs martiniquais. Surtout en relation avec une autorité, avec une idéologie, pas une idéologie, mais un parti français. C'est clair. Alors,
ne suis pas sûr que ça soit définitif, puisque vous aurez remarqué, deuxième enseignement, qu'il y a une cohérence des électeurs martiniquais, on en parlait, entre leur vote du premier tour au présidentiel et le vote pour les candidats LFI. Alors, j'ai fait un petit calcul, et vous allez comparer. Donc, l'UDI, je disais 1260, on est à plus de 5600 pour les candidats LFI. C'est une nouveauté. Absolument. Surtout des candidats qui n'ont pas un niveau de notoriété extraordinaire, mais qui recueillent un nombre de voix extrêmement important. Alors, pour Fort-de-France, très rapidement, ce n'est pas une surprise que le PPM devance Francis Carole. Il y aurait eu un autre candidat, on l'a testé dans nos sondages, il y aurait eu un autre candidat dont je ne nommerai pas l'identité en face de Johnny Ajar. Johnny Ajar aurait été battu. Mais là, il y a de fortes chances, sans trop s'avancer, il y a de fortes chances que Johnny Ajar remporte l'élection. Par contre, il y a un décalage. Francis Carole ne va pas t'aimer beaucoup. Comment ? Francis Carole ne va pas t'aimer beaucoup. Mais Francis Carole le dit lui-même. Il n'est pas très enthousiaste, hein. On l'a vu en télé. Oui. Il ne dit pas « j'ai la certitude de gagner ». Voilà, bon, on ne va pas le contredire ici. Mais il y a une marge quand même, 37%, 18%, ça oui, fait... Oui, il y a des dynamiques. Il y a un gap. Et puis, on a vu qu'il y a un taux de participation extrêmement faible. Ça va augmenter de 10 points environ. Et il y a de fortes chances que l'équilibre soit conservé. Non, ce que je voulais souligner, c'est que Letchimy faisait 11 000 voix en 2017. Ajar fait 4 000 voix. C'est ça. Et, Mais le taux de participation est beaucoup plus bas cette année. Oui, mais il y a un élément qui est très important. C'est que pour la première fois, c'est historique, un candidat PPM au législatif ne réalise pas 50% des suffrages. Et ça, c'est un indicateur probablement de cette espèce de perte de confiance des électeurs, de la majorité des électeurs potentiels du PPM. Alors, je ne parle pas des autres, hein, mais je parle des électeurs du PPM. Et on l'a vu au moment des élections à la CTM, plusieurs bureaux de vote à Fort-de-France ont voté pour un candidat différent du candidat, du Candidat PPM. Du candidat PPM, en fait, du leader de l'Alliance, qui était Serge Letchimy. Et ça aussi, c'est un élément qui doit, à mon avis, alerter les patrons du parti. 78,8% d'abstention à Fort-de-France. Enfin, en Martinique. Ah non, À Fort-de-France. Fort-de-France. C'est pas loin du global, hein, parce qu'on est à 22, on est à 22 au total, donc, De participation. sur l'ensemble de la Martinique. Non, mais ce qui vaut pour la France vaut également pour la Martinique. On n'est pas dans les conditions optimales, on va dire, d'exercice de la démocratie. Hein. Les gens ont peur encore du virus. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital. Tu l'as pas dit, mais il y a des gens qui meurent. 10 personnes par semaine en moyenne. Ce qui nous ramène à des situations d'août 2021. Hein. Bon, c'est moins spectaculaire, parce que les médias ne s'intéressent plus à ça, mais ça existe. Donc non, je ne suis pas très étonné. Comme je le disais, il y aura probablement une augmentation du taux de participation de plus de 10 points Au second tour. samedi. Et donc on va monter à 32, 33. On est monté jusqu'à 38% en 2017, ce qui était acceptable, catastrophique mais acceptable par rapport à 22. Quoi. On passe au duel de la première circonscription. Philippe Edmond-Mariette, 17%. Giovanni William, deux avocats, 14%. Alors, il y en avait un troisième. On a parlé de féroce d'avocats à l'époque. C'était pas mal comme image. Non, mais je sais là qu'il y avait 4 avocats. 4 avocats. En tout. Il y avait Éric Valère aussi. Il est avocat, pas l'oublier. Oui, non, ce qu'il faut retenir de ça... c'est la première circonscription. Explique laquelle il y avait 17 candidats. Ouais, Il y avait 17 candidats, soit 2 candidats de plus qu'en 2017. Donc en 2017, on était déjà à 15 candidats. Et au total, à 53 candidats en 2017. Là, on était à 55. Donc ça va. Alors il y a des gens qui nous disent, qui me demandent en particulier, mais pourquoi il y a autant de candidats ? Et en fait, c'est le marchepied des élections municipales. Ouais. C'est un moyen efficace de se faire connaître, tout simplement en passant dans les médias, en passant en télé. Je me fais connaître tout simplement parce que j'ai un niveau de notoriété extrêmement faible. Les gens ne savent pas qui je suis. Alors, une traduction en créole, ça qui, monsieur, ça ne veut pas dire que je veux savoir ce qu'il est, mais ce qu'il a fait. C'est quoi son parcours? Donc, j'ai demandé aux gens de m'expliquer pourquoi ils disaient qu'ils ne le connaissaient pas, parce qu'ils avaient... Oui, d'accord, moi, je connais non, mais qui ça y fait en la vie? Voilà,
Il faut être... ça, c'est un petit conseil pour les futurs candidats. Racontez-nous votre histoire, en fait. Qui ça fait? Quand on allait, est-ce qu'on a immigré? Qui monde quittait papa? Alors, ce que tu veux dire, concrètement, c'est que lorsqu'on obtient 1%, 1,5%, 2% des suffrages exprimés, que ça n'a pas d'importance, puisqu'en fait, on se crée un chemin. Voilà. On se crée une ouverture à les municipales. Alors, nous, on mesure... C'était ça ma question. Nous, on mesure la différence. Qu'est-ce qui Il y a vient quelques la petits jeunes comme ça. Pour les Les nouveaux, gens mais ont pour les télé. nouveaux, Ouais, pour les les nouveaux, nouveaux, les mais ça, ceux qui sont là depuis 40 ans, ça Oui, c'est ça, mais les nouveaux, c'est... Non, Ah si, non, mais... ça veut dire qu'ils sont toujours d'actualité. Ils restent toujours Oui, actifs. Mais bien sûr. Mais ils sont actifs, on parle encore d'eux. La notoriété, ça s'entretient. C'est ça. Coca-Cola, si Coca-Cola ne communique pas, les ventes de Coca-Cola baissent. Baissent. Voilà. Eh ben, c'est pareil pour les hommes politiques. En tous les cas, première circonscription, d'ailleurs, c'est le centre-atlantique, c'est ça, c'est bien Ouais. ça. 80% d'abstention. Ben, c'est pareil. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un duel pour le second tour entre deux villes qui ne s'apprécient pas forcément Robert. sur le temps politique, c'est le Robert et le Lamentin. Ça fait le Robert a été artificiellement mis dans une circonscription. Je vous rappelle que le charcutage de l'époque, on a créé... Moi, j'ai quelque chose à dire sur ça. Non, si vous voulez, je ne veux pas t'interrompre, mais je discutais avec des jeunes de ces élections. Et vous savez, c'est très important d'avoir le regard des jeunes. Et d'ailleurs, un qui me dit, mais on ne comprend pas. Comment se fait-il que le Robert, nous sommes à Cap-Nord et nous sommes dans la circonscription du centre, de même le François et à Espace Sud. Voilà. Donc il y a un saucissonnage entre les circonscriptions et les communautés d'agglomération. Et on pourrait, à mon avis, partager cette réflexion, se dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que les communautés d'agglomération, si vous voulez, servent de circonscription. Ouais. Et comme ça, on aurait eu un député et un président de la communauté d'agglomération qui pourrait, a priori, faire un travail plus cohérent. Mais je vous avoue que moi, qui suis Robertin, j'ai du mal à savoir où est-ce qu'on est. Alors, moi, je peux comprendre, mais les jeunes, c'est encore plus difficile. Non, c'est une idée, à mon avis, qu'il faut peut-être creuser ici. Tout à fait. Voilà. Mais il faut quand même rappeler pour quelles raisons il y a eu ce découpage. Il y en a qui disent charcutage. C'est des raisons essentiellement politiciennes. Voilà, l'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait un député nouveau qui soit opposé au député PPM. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc on a réduit, comme on pouvait difficilement battre un député PPM à l'intérieur de Fort-de-France, on a réduit la circonscription pour créer un autre. Et on en a créé une deuxième pour créer un député... Est-ce que nous avons la capacité de proposer ce que j'exprime là? Enfin, nous, nos forces politiques. Bien sûr. Attends. Les circonscriptions se décident au niveau gouvernemental. Tout à fait. C'est le sur proposition du ministre de l'Intérieur. Donc vous vous rappelez que Charles Pasqua, son truc préféré, c'était de mettre la carte de France et puis de découper pour faire perdre. Là, on a une petite surprise, entre guillemets, pour les gens qui n'ont pas de sondage, et c'est la majorité des Martiniquais. Il y avait une certitude, ou quasi-certitude pour Philippe Edmond-Mariette, et il y avait une espèce de duel entre Fred Samo et Giovanni William. Et Giovanni William, parce qu'il est soutenu, et c'est très important, par le Robert et le François, réalise un score extrêmement intéressant. Et il y a une dynamique. Je pense que Philippe Edmond-Mariette doit être très déçu du nombre de voix qu'il a réalisé, mais il est clair que certaines personnes au Lamentin lui ont probablement savonné la planche. Et à mon avis, ça va continuer. Deuxième circonscription, n'en disons pas plus. Marcelin-Nadeau, 27%, Justin Pamphile, 25,8%. Bon, on reprend Justin Pamphile, puisqu'il avait réalisé 4000 et quelques voix. Il réalise un peu moins cette année par rapport à 2017, mais il est déjà un candidat habitué de cette bataille des législatives. Et puis, un petit nouveau, entre guillemets, pas tout à fait, puisque Marcelin-Nadeau était déjà présent en 2017, il avait réalisé 2000 et quelques voix. Donc là, il réalise un score beaucoup plus important. Il y a une sympathie extrêmement forte dans le Nord pour Marcelin-Nadeau. On l'a vérifié à plusieurs reprises. On l'a vérifié en 2010, on l'a vérifié en 2015, quand on mesure le taux d'adhésion à cette personnalité. Et puis, il y a l'échec de Bruno Azero,
à travers la candidature de Rotzen. Jean-Baptiste Rotzen. Donc, je dirais que c'est une responsabilité partagée. Il y a globalement un échec patent de l'Alliance. Vous avez remarqué qu'en dehors de Fort-de-France, aucun candidat d'Alliance n'est qualifié pour le deuxième tour, alors que les 4 candidats du Grand Assemblée sont qualifiés. Donc là, En fait, c'est PIA Grand Assemblée. Exactement, PIA Grand Assemblée, le retour de la bataille, notamment, on va l'aborder dans le sud. Mais concernant le Nord, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on a affaire à un retournement de situation du point de vue de ceux qui pensaient qu'Azero avait une espèce d'impérium sur le Nord. De charisme, de poids, oui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais bon, ces amis de l'Alliance ne l'ont guère aidé. Hein. Quand vous regardez les résultats dans des communes qui sont dirigées par des maires forts de l'Alliance, je pense à Basse-Pointe, je pense à Schellcher, vous voyez que Marcelin Nadeau gagne dans ces communes-là et Pamphile gagne à Basse-Pointe. Oui, Donc, dans la maison Alliance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que aussi Marcelin Nadeau est récompensé, entre guillemets, pour une cohérence, hein, parce que je pense que c'est l'un des hommes politiques qui est le plus cohérent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Quoi que ça coûte. Oui, non, mais dans sa commune, je veux dire, dans les projets, il est écolo, et tous les projets collectifs sont en harmonie avec ça, et c'est une musique qui commence à être entendue, et on se dit, tiens, si ça va jouer. Et puis je crois qu'il y a aussi l'homme, le facteur. Oui, c'est un homme qui est pondéré, il exprime des idées très puissantes, très révolutionnaires, entre guillemets, avec pondération. Il ne hurle pas, il n'insulte pas, il ne jurie pas. Marcelin Nadeau est dans le top 10 des hommes politiques les plus aimés par les Martiniquais depuis 2000. Donc ça fait 22 ans, et il ne bouge pas, il recueille toujours des avis très favorables. Même taux à peu près, 78,8%. Avant que nous passions au sud, à Jean-Philippe Nilor et son ex-mentor, Alfred Marie-Jeanne. Alors là, monsieur, je l'ai voulu, mais la parole est libre. Allez-y. Ah non, moi je... C'est chaud. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir effectivement que, les chiffres en tout cas, manifestement, 44% l'imprégnation, si je puis dire, d'Alfred Marie-Jeanne dans le sud, elle s'étiole progressivement. Et je crois aussi que... Tu es gentil. Quand tu dis progressivement, là je dirais brutalement. 25. Alors, je rappelle les chiffres, 44% des suffrages pour Jean-Philippe Nilor et 25,7% pour 25,7%, ça fait un différentiel important, pour M. Alfred Marie-Jeanne. Donc il y a une dynamique très, très claire en faveur de Jean-Philippe Nilor. On ne va pas parler la langue de bois ici. Quand vous avez 25 points et que l'autre a 44, vous avez très peu de chances de gagner au deuxième tour. Alors bon, il ne faut pas... Encore qu'ils sont assez forts dans la mobilisation du deuxième tour. Hein. Je crois que les élections précédentes, non. Oui, c'est sûr. Il y a quand même, oui, mais il y a du chemin. Oui, on est là dans... C'est plus qu'une mobilisation qu'il faudrait. Il faudrait carrément aller les chercher en bus pour les faire voter. Ce qui a existé, hein, ce qui existe encore. Non, je pense que là, on a une vraie révolution dans la représentation politique de la Martinique. Oui. Et alors, il y en a qui se réjouissent déjà, il y en a qui sont tristes. J'aimerais simplement rappeler que, historiquement, les partis politiques naissent, ils vivent et ils meurent. Donc, surtout quand ils sont en lien direct avec un leader charismatique. Oui, parce qu'on peut imaginer une transmission. On aurait pu penser qu'il aurait pu faire venir... Parce qu'on a un peu le sentiment d'un monde qui meurt, quoi, vraiment, avec ce qui se passe là. Ouais. On a l'impression, quand on regarde les résultats, qu'on a une force politique qui monte et une qui disparaît. C'est en lien avec l'évolution du corps électoral. Hein. Je vous rappelle que chaque année, il y a entre 3 000 et 4 000 nouveaux électeurs. Donc sur 20 ans... Vous imaginez bien qu'avec 80 000 nouveaux électeurs, les gens qui ont voté pour vous dans les années 70, ils sont morts. C'est ça. Donc tu peux être là toujours, mais les gens qui ont voté pour toi, ils ont déjà disparu. Gérard, chers amis, c'est vrai que on n'est pas surpris, le taux de 22%. Ouais. Quoi faire? Est-ce qu'il est possible comment, est-ce que, comme disait le maire de Font-Saint-Denis, la mairesse de Font-Saint-Denis, elle parlait d'instruction civique. Elle dit qu'il faut vraiment développer cette instruction pour que le citoyen comprenne sa place dans la société, qu'il comprenne son rôle, etc.
Ou est-ce qu'il faut se remettre aussi au vote électronique à terme pour pouvoir faire augmenter les... Enfin, je voulais partager cette réflexion avec vous. Mais c'est vrai que dans un pays dit démocratique, c'est préoccupant de voir que 20% des personnes vont voter. Que l'abstention gagne autant. Non, Alors, sur ce point, une intervention pour qu'on passe à autre chose. N'oubliez pas qu'il n'y a que 20% de gens qui s'intéressent à ça. Je sais pas. Non, pas tout à fait. Il y a 20% des gens qui vont vont voter, mais plus qui nous, s'intéressent. quand on interroge les gens, ça passionne les gens, la politique. Ça les passionne. Simplement, ils disent, et pour répondre à la question, il faut passer à des choses très pratiques, très pragmatiques pour augmenter la participation. Le vote électronique sur son téléphone portable est un élément quasi annoncé. Hein. Parce que vous achetez bien des choses sur votre téléphone, votre banque vous demande régulièrement de changer votre code. Donc là, il n'y a pas de problème de fraude. Hein. Ouais, tu payes tes impôts aussi. Il n'y a pas de problème de fraude. Vous faites votre déclaration fiscale et il y a tous les moyens possibles de vérifier. Okay, c'est simplement que le système à la papie traditionnel veut conserver ses prérogatives. Parce que vous savez que si on rend le vote obligatoire, par exemple, ou si on passe au vote électronique, le personnel politique actuel est évacué. C'est ça. Ils ont peur de ça. Ils savent qu'avec une participation faible, ils conservent leurs prérogatives. Tandis qu'une... Côté nous, allez, si tout le monde a voté, Ah oui. vous n'êtes pas là encore. Parce que ce qui... Il y a un vrai risque. Bon, je vais faire un truc à la Marajo qui s'était fait le bashing à l'autre station, mais tu penses que l'élargissement de l'assiette des votants va faire des gens qui pensent un peu plus, qui réfléchissent un peu plus, qui jugent un peu plus objectivement sur les programmes, par exemple, sur l'offre politique, Tout à fait. et que par là même, ils vont disparaître. Tout à fait. Je me sais que c'est modérément. Non, mais il faut dire les choses très clairement. Il y a... Quand on regarde la structure socio-démographique des votants, il est clair que, et je vais me faire taper sur la tête, mais ce sont les études qui le prouvent. C'est ça la réalité. Oui. Les gens qui ont les niveaux de rémunération, d'instruction les plus élevés ne votent pas. Ils ne votent pas. Or, ces gens représentent en Martinique 30% de la population. Vous vous rendez compte que vous avez 30% de votants. En plus, tous les gens qui usent et abusent de la faiblesse de la population actuelle disparaissent d'un coup. Hein. Alors, les populistes, terminés. Je voudrais dire quand même que nous tous, ici, assumons les paroles d'Eddie. C'est ça, Oui, absolument. On veut dire ça à Max, pour que Max ne vienne pas dire après. Non. Le mec, je parle de Max Moreau, le propriétaire de la chaîne. On n'est pas d'accord, on le désavoue tous. Si Max Moreau désavoue Eddie pour ce qu'il a dit, il n'y avait plus d'émission. Merci de votre solidarité. Merci. Tu vois, elle précède. Quoi. Ouais. Elle je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Voilà. On va donc quand même un petit peu laisser... C'est pour ça que je viens sur cette chaîne. Oui. Oui, mais tu vas ailleurs aussi. Alors, bon, on est jaloux. J'allais ailleurs. On va, si vous voulez, passer quand même avec un magnifique jingle à la partie culturelle de cette émission. Culture. Je passe la parole à la plus érudite d'entre nous, Danielle Marceline. Non, je préfère le terme amoureuse. Amoureuse des arts, des lettres, plutôt qu'érudite. Non, je ne suis pas une érudite. Non, ça vraiment. va bien ensemble. Amoureux et érudite. C'est synonyme, Allez, vas-y. Alors, donc, Thérèse Léotin, si vous voulez. Léotin. Oui, on commence par Thérèse Léotin, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Mémoires d'outre-mer. Alors, Thérèse Léotin... dont nous avons la photo de la jaquette, je voulais le dire, en levant mon doigt probablement, à la technique, pour qu'elle puisse la trouver. Vas-y. Donc, c'est une autrice qui est créolophone et qui est une amoureuse du créole. Et depuis très très longtemps, elle est une pionnière puisqu'elle a participé à la création d'un journal en créole qui s'appelait Griffontais. Et qui a donc, c'est une militante, moi je dirais même du créole, parce qu'elle écrit beaucoup. Alors elle a fait des contes, elle a fait des adaptations d'œuvres classiques, elle fait des romans, des livres pour les enfants. Et donc tout son parcours est toujours ancré dans la tradition. Voilà son Mémoire d'outre-mer qui apparaît.
Alors, Mémoire d'outre-mer a cette particularité d'être bilingue, c'est français-créole. Toujours, Et c'est intéressant parce que quand on l'a lu, la partie en français, et qu'on lit la partie créole à haute voix, en ce qui me concerne, parce que pour moi, ça me parle mieux, je comprends mieux quand je lis à haute voix, c'est les expressions. Et je voudrais citer une phrase de Raphaël Confiant, qui a fait un article sur Thérèse Léotin l'année dernière. Il disait que, parlant du style de Thérèse Léotin, qu'il est fait de précision lexicale, d'humour discret et de travail sur la langue. Et donc, par conséquent, ça me paraît important d'approcher cette œuvre. Et ensuite, pour dire 2 mots de Mémoire d'outre-mer, ça parle du Bumidum, mais à travers le parcours croisé de 2 personnes qui partent dans les années 60 par le Bumidum, qui vont travailler en France et qui reviennent. Donc on a à la fois la situation de la Martinique au moment où ils partent, la situation sociale et économique, et la situation de la France quand ils arrivent avec les foyers de travailleurs. Ça vraiment rappelle les conditions, comment les Antillais sont partis, comment ils ont été accueillis. Et puis quand ils retournent à la Martinique, parce qu'il y en a un qui a réussi, donc il y a l'ascension sociale, et puis l'autre qui est vraiment complètement, qui a complètement, sous le plan social, pas réussi. Et donc elle arrive par le biais de la magie de la littérature, à de nous faire comprendre un phénomène qui est le Bumidum à travers des parcours croisés de 2 personnes. Et donc, par conséquent, Mémoire d'outre-mer dans toutes les bonnes librairies. Madame Léotin, je pense que vous serez excessivement satisfaite de ce compte-rendu de votre livre. On va passer à Jocelyne Béroir. Voilà. Alors, Jocelyne Béroir, on en a beaucoup déjà parlé du livre de Jocelyne Béroir, donc Loin de la mer. Et alors, avec un jeu de mots. Hein. Oui. Alors, c'est la mer, ça représente la mer, c'est-à-dire la mer, l'océan, la mer, sa mère, et la mer, l'amertume. Ouais. Donc la mer, ça représente tout ça. La jaquette du livre, comme vous voyez, c'est comment Kassav créa le zouk. Ouais. C'est une jaquette racoleuse, parce que ce n'est pas que ça, le livre de Jocelyne Béroir. Le livre de Jocelyne Béroir, c'est à la fois le parcours d'une femme, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une histoire familiale, dans l'histoire d'un pays, d'un parcours, et c'est l'histoire d'un groupe. Alors l'intérêt, quand on parle du groupe, c'est qu'elle met l'accent sur des notions sur lesquelles on n'insiste pas suffisamment, qui sont le professionnalisme et la solidarité. C'est-à-dire que le succès international de Kassav n'aurait pas été possible sans cette exigence de professionnalisme, de qualité pour réaliser. Et c'est important, c'est-à-dire avoir un bon équipement, avoir une bonne sono, être à l'heure, et puis la solidarité. C'est des choses qui paraissent, qui sont essentielles pour le bon fonctionnement. Et puis son parcours à elle, en tant que femme, c'est une femme qui est auteur, compositeur, interprète. Jocelyne Béroir, on l'aperçoit comme chanteuse. Or, c'est une femme qui écrit et c'est une femme qui compose. Et ce n'est pas fréquent. Et c'est une femme qui a été actrice et c'est une femme qui est une femme engagée. Donc, par conséquent, c'est une figure qui apporte beaucoup à la communauté humaine par son expérience professionnelle. Pour amener une touche finale à ce sujet, malheureusement, vous avez tellement de choses intéressantes à dire. Vous allez aller à Wikipédia et vous regardez Jocelyne Béroir, et puis vous allez être estomaqué par le CV de cette femme. C'est extraordinaire, c'est un monument. Je ne parle même pas de ses récompenses, de ses médailles, de ses prix qu'elle a obtenus, mais de son parcours. Et de son courage. Et de son courage. Elle a fait l'objet d'un bashing il y a pas très longtemps. Elle a fait l'objet de son courage. Oui, je ne sciemment parle pas parce qu'il ne faut pas redonner de l'audience. C'était ma façon de répondre en disant à ceux qui écrivent n'importe quoi, allez le voir si vous arrivez à la plante des pieds, pas la cheville, en bas pied, madame, la grande madame Tala. Un petit peu de cinéma, un petit peu de cinéma, un petit peu de cinéma, un petit peu de cinéma. Oui, 2 minutes. 2 minutes, oui, 2 minutes. 2 minutes pour parler du 75e Festival de Cannes, le plus grand festival du monde. Là, j'ai aligné les chiffres, 10 jours de compétition, 71 films en compétition officielle. Il faut préciser que tu y étais. Il faut préciser que tu étais à Cannes. J'y étais. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Ah non, j'étais sur place. Et je peux vous dire que c'était un beau et grand festival, avec vraiment aussi bien le retour de la compétition que le retour de cette communion autour du cinéma. Et l'industrie du cinéma, c'est une industrie de divertissement,
Et ce n'est pas de la légèreté, c'est aussi beaucoup d'argent, mais c'est aussi du travail. C'est un festival qui est ancré dans sa réalité, donc qui prend aussi de nouvelles mesures, notamment sur son impact écologique. Toutes les voitures, ça peut sembler juste du faire joli et de l'affichage, mais par exemple, toute la flotte de voitures officielles du festival cette année, c'était donc une grande marque de luxe qui est BMW, mais uniquement ces véhicules électriques. C'est aussi on parlait du vote électronique, etc. C'est aussi tous les accès et toute l'organisation du festival qui passe en ligne. Résultat des courses, ils ont été piratés, les pauvres. Oui, de façon très mesquine, je me suis dit, c'est parce qu'ils ont planté. Ben non, ils ont vraiment été piratés, avec donc la réactivité qui est nécessaire, puisque et billetterie et accréditation et vraiment toute la structure, l'organisation du festival se fait donc de façon dématérialisée. Et à côté de ça, je dirais sur cette 75e édition, c'était un festival sérieux. Un festival sérieux, j'ai dit 71 films en sélection officielle, 21 pour la Palme, 10 films récompensés. C'est dire que c'était compliqué presque de choisir parce que les films étaient sérieux et de bon aloi. Une proposition, c'est que nous parlions de tous les films maintenant eux-mêmes primés. Volontiers. Bon, là, on a campé le cadre. Et dans les prochaines émissions qui seront nombreuses et multiples et aussi riches, on va parler des différents films. On va parler des films. Et c'est pour ça que maintenant, on va passer à la musique. Tarda. Big in Jazz à l'Alhambra. Alors déjà, en présence de Jocelyne Miroir, ça nous a fait beaucoup plaisir d'ailleurs qu'elle soit là, et il y avait Pierre-Édouard Décimus également, entre autres en personnalité. Et c'est vrai que nous continuons notre parcours avec le Big in Jazz et à l'Alhambra, qui est une salle au métro République, de 800 personnes, 800 places, et nous avons rempli. Ça s'était passé le 14 mai, Bravo. Et c'était Oui, rempli. bravissimo. Alors, quelques mots présentés par Jazz Magazine, par Jazz News, et je voudrais vous dire aussi, pour la première fois, nous avons la première de Jazz News, avec un article Garde un moment 7 comme ou ça. 6 pages autour de Grégory Privat, de Célia Abraham, de Ludovic Louis, de Stéphane Castries, et puis aussi des références à Eugène Mona, à Marius Cultier, si vous voulez, vraiment une dynamique extraordinaire qui a été saluée d'ailleurs par la direction notamment de Jazz Magazine, qui a présenté d'ailleurs cette manifestation. Alors je voudrais vous dire aussi que c'était Big Jazz Collective and Friends. Et les Friends, c'était Grégory Privat, Arnaud Dolmen, Célia Abraham. Il y avait aussi Mario Canoche qui était prévu. Mario, son mère est décédée à ce moment, au même moment. Mais enfin voilà, on a un petit peu ouvert, si vous voulez. Tu peux baisser maintenant parce que je pense que tous les membres de la commission culture de la collectivité, ils ont eu le temps de voir. Mais j'espère. Et qu'ils vont comprendre que le dossier qu'on a déposé, il faut... Je vais être très bref, mais encore une fois, ça veut dire c'est le début d'un long itinéraire, puisque nous avons 10 dates pour l'instant, dont Jazz à Vienne et nous avons Jazz à la Défense également. Donc le produit que nous avons créé ici en Martinique est aujourd'hui en train de plaire à tout le monde. Et je voudrais vous dire également que dans le cadre du prochain festival Big in Jazz que nous allons organiser ici à la Martinique, il y a beaucoup de directeurs de salles et directeurs de festivals qui viendront ici. Nous aurons aussi la direction de Jazz Magazine. On en reparlera. Tournée de Malavoie. On en reparlera. Tournée de Malavoie. Tout à fait. Alors, dans le prolongement, je suis allé voir Malavoie à Paris, à la Cigale. Beau concert, salle remplie. C'est très important parce qu'il faut savoir que nous sommes ici dans notre petit territoire, mais l'art antillais, il ne peut exister que s'il est développé aussi à l'extérieur. Et il y a aussi un public. Alors, effectivement, nous avons eu une salle pleine aussi pour Malavoie, un beau concert. Et je voudrais vous dire aussi que Malavoie, ça a été 3 dates en France, ça a été à Paris, à Bordeaux et à Marseille. Et j'ai eu José Privat au téléphone il y a 2 jours, il m'a dit, mais Christian, partout, on a eu un accueil extraordinaire. Au moment où, à la limite, on se désintéresse un peu de Malavoie ici, il faut savoir que la valeur esthétique de Malavoie, ou la valeur marchande de Malavoie, existe toujours à l'extérieur. Ça, Codification du zouk, parle-nous de ça. Codizouk. Vous savez, enfin, je ne vais pas être très long, mais c'est vrai que la lambada ou la macarena, tout ça, on a bien vu que ce sont des musiques qui se sont développées aussi à travers une codification collective. Il y a eu un gestuel, il y a eu des chorégraphies. Donc on peut se poser la question, et on voit bien aussi que les musiques du Cap-Vert, comment ça s'appelle ? La kizomba aussi, a intégré des éléments du zouk. Et donc ce n'est pas incohérent, à mon sens, d'essayer de trouver
une déclinaison gestuelle, une configuration esthétique. configuration du zouk, Voilà, comme le dit voilà. l'image. Alors, le mot codification est peut-être un peu lourd, Oui. mais quoi peu qu'il en rigide. soit, je pense que l'esthétique peut être développée autour du gestuel et ça peut aussi favoriser le développement du zouk en tant que musique, mais aussi en tant que danse. Je crois qu'on a un petit, juste après la technique, on a un petit bout de vidéo sur ça. Voilà, alors ça aussi, alors il y a Voilà. il y a un chorégraphe Tu guadeloupéen parles dessus, dont tu parles je parle, voilà. Il y a un chorégraphe guadeloupéen qui travaille sur ça et qui, avec Michel Limnérol et Jean-Marc Templet, essaie de mettre en place un dispositif pour essayer de magnifier, si vous voulez, vous savez, c'est comme la mazurka. La mazurka peut être aussi codifiée. Elle peut, à l'instar de la salsa qui envahit un peu le monde, c'est à nous d'avoir une créativité, de voir si des chorégraphes peuvent accompagner ce mouvement musical et ouvrir nos horizons. Une très mauvaise nouvelle, c'est que Nadia a décidé d'envahir ton secteur et de parler du premier album de Thierry Vaton. Eh ben, avec joie. Tout dévoilé, Avec joie. Thierry Vaton. Ah, je veux dire, magnifique. Une personnalité Elle a qui est flashé, tellement elle a connue flashé. et reconnue, Magnifique, qui magnifique. sort son premier album. J'ai trouvé ça excellent. Oui. Et pour le coup, on devait entendre donc un extrait de ce premier album qui s'appelle Machucan, qui est un mélange suave, Voilà. doux, poétique, aussi bien de jazz, de toutes ces influences. Et c'est le morceau Manotte. Vraiment, j'y ai pas résisté. flashé, ouais. Ah, j'ai flashé. Et puis surtout de savoir qu'un tel artiste, aujourd'hui, pour ses 50 ans, il sort son premier album. Ouais, J'ai il a trouvé ça travaillé vraiment tellement excellent. avec beaucoup de gens. Enfin, il a fait des albums avec C'est- Tony c'est- Chasseur c'est une notamment. humilité, Parce une que, humilité, ouais. oui, parce que le grand ensemble là, de C'est Tony, fini. Voilà, eh ben, je crois que c'était une On se émission. laisse en musique. C'était une émission extraordinaire. Vous êtes des gens extraordinaires. Alors, rappelez qu'il se produit la semaine prochaine à la Trium. L'émission est finie, monsieur. Souton. Ça va dépasser Il faut les rappeler ça, 4 parce que- Non, monsieur Souton, dans le cadre de votre enthousiasme sur la musique, il y a la politique, il y a la Avec musique. Granville, Il n'y a pas que voilà. la musique, il y a le théâtre, il y a la littérature, et puis il y a surtout la Et le fête cinéma. d'émission. Et puis il y a le rendez-vous de la semaine prochaine, monsieur Marajo, pour le deuxième tour. Ok. Oui, pour le nouveau paysage politique. C'est la raison Alors, pour laquelle je vous salue, je vous remercie. Et je vous dis que nous sommes très heureux de vous retrouver après une absence involontaire, rassurez-vous. À la semaine prochaine.